Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez ici dans votre émission des cryptos, votre émission des analyses des actualités chaque vendredi 21h et samedi 15h. Suivez-nous sur la chaîne Radio Télé Évangile Éternel. Nous sommes là pour vous servir avec de bonnes analyses pour éclairer l'opinion congolaise. Mesdames et messieurs, nous avons suivi tant de commentaires, vos appels, vos messages, vos réactions par rapport à notre émission de l'autre fois. Nous avons reçu pour vous le digne fils du pays, l'élite de la classe congolaise, M. Bongongo, qui nous a montré de belles choses. Et par vos réactions, nous avons voulu encore faire revenir cette intelligence afin de nous éclairer une fois de plus. Mesdames et messieurs, restez branchés, nous parlerons du Congo. Quel Congo que nous voulons, nous Congolais. Et nous voulons que ce Congo soit encore le Congo qu'on parlait l'autre fois. Que les Congolais prennent les destins de ce pays. Mesdames et messieurs, pour ne pas aussi être aussi long directement, je me dirige vers M. Bongongo, à qui je salue. Salut M. Bongongo. Bonjour Prince, merci de m'accorder l'hospitalité de votre plateau. Encore, nous sommes tellement joyeux de te voir encore une fois de plus répondre à notre invitation. À la demande de cette population qui veut être éclairée, ils ont compris qu'il y a encore beaucoup de choses en vous et cette population doit en bénéficier. Quel Congo que nous voulons? Lorsque vous regardez l'élite congolaise aujourd'hui, lorsque vous regardez notre pays, lorsque vous regardez un peu plusieurs points, qu'est-ce que vous vous dites sur ce Congo que nous voulons? Oui, merci. Je partage entièrement cette préoccupation générale des compatriotes. Et d'ailleurs, je vous félicite pour l'initiative que vous avez prise de lancer ce débat. J'y réfléchis personnellement depuis quelques années à travers des tribunes, malheureusement qui ne sont pas lues par l'élite, je veux dire par le peuple d'en haut, destinataire de ces tribunes. Et je comprends. Nous avons perdu cette culture. Je me souviens que nous autres pupilles du Congo belge, pupilles de la République du Congo, de la République du Zaïre, et encore aujourd'hui acteurs, observateurs du Congo, nous autres, nous avions bénéficié de cette culture-là. La lecture, c'était obligatoire. Je me souviens qu'au collège, on avait la charge de lire autant de livres par semaine, par mois. Et pour le moment, la situation est telle que même l'élite intellectuelle, je me souviens encore de Pamphile Mabiala, professeur d'université, alors secrétaire exécutif de la Pukine, en janvier 1998, qui, lors des obsèques d'un de leurs collègues, Feu Bogo Sébastien, s'exclamait en disant que le professeur d'université au Congo a perdu tous ses droits, sauf un, droit à la mort. En fait, pour exprimer la situation extrêmement stressante
dans laquelle l'intellectuel vit, qui ne lui laisse pas le temps de faire des recherches, de lire. Et donc, il dépérit, comme tous les autres citoyens. Alors, personnellement, je me suis dit, pourquoi ma réaction a été encore accentuée lors de la venue à Kinshasa du président français Emmanuel Macron. Quand il nous a lancé à la figure brutalement que le Congo a perdu sa souveraineté depuis 1994. Et c'est vrai. En fait, il voulait dire que nous avons perdu, nous sommes incapables, depuis 1914, de restaurer la souveraineté, notre souveraineté. Mais quand je me suis penché sur les données, j'ai constaté par exemple qu'Emmanuel Macron, en 1994, il venait d'avoir son bac. Son bac. C'est-à-dire, il venait de réussir l'équivalent de l'examen d'État congolais. En 1994. Mais comment cet homme devenu président aujourd'hui peut nous lancer comme ça un tel défi? Et c'est vrai. Ça veut dire simplement que c'est documenté dans les institutions du gouvernement français. Et donc, il a trouvé cette situation et personne ne peut contredire parce que c'est vrai. C'est pendant les années d'élire de la conférence nationale souveraine 92, 91, 92, 93, cette période-là, des années d'élire. Je me souviens que même la Banque mondiale, même le gouvernement belge, il y avait notamment le rapport Moll, un expert belge, qui stigmatisait l'attentisme de l'élite congolaise. En fait, il n'y avait aucune réflexion qui allait de l'intérieur du pays, alors que le pays faisait face à une situation extrêmement critique. Il n'y avait pas aucune réflexion qui venait à l'intérieur. De l'intérieur de nous, Congolais, Zaïrois de l'époque déjà. Et je me suis rendu compte que depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 90, jusqu'à ce jour, nous débattons des sujets rances, des questions rances. Regardez, c'est la couleur des cheveux des XY, hein, c'est des maoïstes, des simpistes, etc., etc. Donc cela veut dire, depuis 90, les Congolais n'ont pas arrivé à bien réfléchir. Nous ne réfléchissons pas sur notre destinée. Au Congo, la destinée, c'est le fruit du hasard. Voilà pourquoi nous chantons tout le temps à l'hymne national. Nous bâtirons un pays toujours plus beau, un pays toujours plus beau, ou Congo plus beau qu'avant. Voilà tout ce que nous avons comme vision de notre destinée, du destin de notre communauté nationale. Nous n'avons pas réfléchi à la conférence nationale souveraine, c'était l'occasion bien sûr, mais c'était en fait une conférence pour disséquer les actes posés, dégager ou essayer de stigmatiser les uns, parce qu'il y avait des saints et des diables à la conférence, c'est tout simplement ça. Donc depuis lors, et d'ailleurs même quand on dit Mobutu a dirigé pendant 32 ans, ah non, Mobutu a eu 25 ans de règne, réellement. Les 7 autres années, depuis que nous avions pris le pouvoir, après les consultations populaires de 90, Mobutu n'avait plus le contrôle. Et nous n'avions plus, en fait, des task force qui se penchaient sur les questions vitales. Je ne dis pas que tout ce dont nous parlions n'était pas important. C'était important, mais c'était des questions secondes. Mais les priorités existentielles, c'est des réflexions qui venaient de l'extérieur, de nos partenaires.
Vous remarquerez que même quand on parle de DSRP, document de stratégie, hein, de croissance, hein, pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Mais c'est des documents préparés sous l'impulsion de partenaires comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international. Toutes les réflexions depuis les années 90, depuis le gouvernement Kengo, hein, quand je parle de 90, depuis cette époque-là, on nous faisait ce reproche-là. Nous-mêmes, Congolais, nous ne nous penchons pas sur notre destinée. Ok. Et jusqu'à ces jours, c'est la situation. Voilà pourquoi je me suis levé pour dire non. C'est ça la grande question que je voulais vous poser. Pourquoi maintenant? Oui, mais maintenant parce que je ne suis pas parce qu'il y a eu beaucoup des années des catastrophismes. Mais oui, c'est vrai. Hein, je ne suis pas apôtre du catastrophisme. Mais je me réalise que si rien n'est fait aujourd'hui, ce Congo ici va disparaître. En tout cas, nous n'aurons plus le Congo dans celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il va disparaître avant que nous ayons choisi par le peuple le destin de notre communauté. Il y a eu des réactions par rapport à l'émission passée. Les autres disent, est-ce que ce n'est pas par vous que ce Congo aujourd'hui a chaviré? Vous étiez aux affaires, vous avez eu les Congo entre vos mains, mais vous n'avez pas donné ce Congo la chance. Non, moi par exemple, quand on dit, c'est vrai, c'est notre génération, mais là, c'est une telle question, c'est plutôt des responsabilités individuelles. Je parle d'abord de la responsabilité collective de notre génération. Individuelle, ça ne peut être qu'un examen sectoriel. Et sectoriel, je vous l'avais dit la fois passée, je suis fier de mon apport au plan sectoriel parce que j'ai été un planificateur, j'ai été spécialiste des études, des travaux, hein, un conducteur de chantier, un évaluateur dans le cadre du secteur de l'eau et les performances étaient inouïes. Donc ça c'est incontestable. Mais quand je parle de la responsabilité collective, je remonte en 1960 pour dire que je prends le récit de Thomas Lwaka qui nous rappelle qu'entre le 30 juin et le 5 septembre 1960, le Congolais avait creusé un abîme. Ok? C'était le chaos. En ces laps de temps, nous avons transformé l'indépendance à un chaos, une situation chaotique. Et il explique les événements. Pourquoi? Parce que fondamentalement, on devait partir, selon Lumumba, de l'urgence de l'action à l'urgence de la pensée. Parce que l'urgence de l'action, oui, on devait avoir l'indépendance. Exact. Le 30 juin, il avait dit, et tous, et Kasavubu, et l'abbé Joseph Albert Maloula, devenu évêque par la suite, etc. Toute la classe, en fait, les élites politiques, religieuses, administratives, hein, du moment, économique, il n'en avait presque pas, artistique, hein, ok, tcha-tcha-tcha, rappelez-vous, technique, eh bien, toutes les élites étaient d'accord pour arracher l'indépendance, immédiatement. Mais seulement Lumumba l'avait dit, et tout le monde l'avait compris, que aussitôt que nous accédons à l'indépendance, nous allons nous retrouver entre nous-mêmes, ok, pour fonder le Congo que nous voulons. Donc, donner, définir, être les architectes du Congo que nous voulons. C'est ça ce qui n'a jamais été fait. Cela n'a jamais été fait malheureusement parce que aussitôt après, pendant le gouvernement, l'exercice du gouvernement Lumumba, les querelles n'étaient plus, ne ciblaient plus les idées,
Mais c'était les personnes, je me rappelle encore de quelques épisodes dans les réseaux, vous pouvez le voir, où, par exemple, un homme aussi pondéré que Feu Papa Iléo, hein, ok, eh bien, disait que Lumumba, ce type, il est orgueilleux, il croit qu'il est le seul capable à diriger un gouvernement, etc. Donc, en fait, les querelles, c'était des querelles d'hommes. Ce n'était plus des querelles d'idées. Et ça, c'était le dévoiement. Donc, le rendez-vous que Lumumba avait fixé, en accord avec tout le monde, ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on parle de fondation. Il faut refonder, mais en fait, le mot, c'est fondation. Nous devons fonder le Congo que nous voulons, être architecte de ce Congo-là. Et c'est là où je me suis dit, je ne dois plus rester maintenant que je suis à la retraite, dans le secteur, mon secteur d'activité d'antan. Non, j'ai eu la chance de lire. Il n'est pas normal que moi, qui était déjà délégué général adjoint de la Regideso en 1914, qui participait à des réunions avec les partenaires techniques et financiers, moi qui lisais ces rapports molles, ces lettres Banque mondiale, Fonds monétaire international, en 1994, que je reçoive des leçons de discours du président français Emmanuel Macron, qui venait à peine d'avoir son bac, même s'il avait eu la mention très bien. Mais ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que nous devons éprouver de la honte de voir qu'aujourd'hui, c'est l'extérieur qui continue 30 ans après à nous faire voir que nous sommes incapables de restaurer la souveraineté de notre pays. Ok. Lorsque vous regardez aujourd'hui encore la classe politique congolaise aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il y a encore des combats interminés, personne. Nous débattons rarement sur les idées, on débat sur les personnes. Comment vous regardez ça? Tout à fait. C'est ça le sens de mes tribunes. J'en appelle. Quand je lance les tribunes, personnellement, toute modestie, ce n'est pas pour irriter la sensibilité des autorités, de la classe dirigeante. Mais je me dis, il faut quand même les dire. Parce que j'ai même pitié de ceux qui dirigent. Vous voyez de la bonne volonté, en tout cas à travers les discours, les manifestations. Mais finalement, on constate que si nous faisons ces choses de la même manière qu'hier, avant-hier, eh bien, nous n'aurons pas des résultats tangibles. Regardez, je vous donne un exemple. À la nomination du gouvernement souminois. Les remaniements. Non, nomination du gouvernement. Ok. Voilà. Souminois en mars 2024, il y a eu un séminaire gouvernemental. Et je me souviens des propos du chef de l'État, c'était à la clôture. Oui, il disait nos concitoyens attendent des résultats tangibles. Ok? Nous sommes en mars 2024. Après le dernier remaniement, Souminois 2, j'ai suivi discrètement, en tout cas dans le compte rendu, le premier ou le deuxième, du Conseil des ministres, le chef de l'État est revenu encore sur l'expression des résultats tangibles. Il ne va pas transiger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas eu ces résultats tangibles. Ils ne sont pas en train de venir. Et pourquoi ils ne viennent pas? Ils ne viennent pas pour des raisons objectives. D'abord, la première raison, c'est que nous n'avons pas le Congo que nous voulons. Nous ne le connaissons pas. Le programme, le PAG 2024-2028, qui a été défendu par la Première ministre à l'Assemblée nationale, ok, ne donne pas l'image du Congo que nous voulons en 2028, par exemple. Mais au moins, il y a des axes, des piliers, des axes d'action. Est-ce que... Mais si vous permettez... Oui, allez-y. Ce qui a manqué, c'est quoi? C'est le casting. Le profil d'homme. Ah oui.
C'est capital. On ne peut pas avoir des meilleurs résultats avec le casting que nous avons. C'est ça Prenez que je voulais des vous pays poser cette comme question. la Chine. Prenez les pays comme la Chine. Vous savez que la Chine produit à peu près 1 600 000 ingénieurs, les STEAM, des diplômés en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques. OK? Et des secteurs clés où le chef de l'État mise, disons, gage son honneur pour répondre aux attentes sociales prioritaires les plus pressantes. Ces secteurs devraient être tenus par des maîtres d'œuvre aguerris de ce domaine, STEAM, des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Vous n'aurez pas de résultats avec des philosophes que nous avons ou des juristes que nous avons, éminents soient-ils, ou économistes que nous avons dans ces domaines-là, des infrastructures par exemple. Je prends des ministères comme les travaux publics. On peut prendre 5 ministères comme ça dont vous suggérez de mettre des hommes qu'il faut. Regarder les profils. Oui, on peut commencer même par là. Je prends d'abord, par exemple, infrastructure, travaux publics. Je prends urbanisme et habitat. Je prends transport et voies de communication. OK? Je prends industrie. Je peux enchaîner. Bon, enseignement primaire, éducation, il y a une mathématicienne, Malou. Madame Malou, fille justement du premier, premier savant, Malou à Kalinga. Je m'attendais à citer aussi l'énergie. Bon, mais ça c'est trivial. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Congolais souffrent. Si j'avais encore l'énergie, je dirais à Sakombi, ok? Je dis, écoutez, laissez-moi ce ministère, laissez-moi conduire ce ministère, ou bien que je me mette à vos côtés pour vous soutenir, pour porter. Non, mais c'est clair, ces ministères-là, développement rural, par exemple, ok? Agriculture, mais c'est plus de la moitié des ministères. Et puis, nous avons des maîtres d'œuvre qui peuvent apporter des solutions. Bien sûr que cela irriterait leurs excellences qui sont en poste. Non, mon discours, ce n'est pas d'amener les chefs de l'État, de l'inciter à faire un nouveau remaniement pour vous mettre dehors, mesdames et messieurs. Mais je suis en train d'expliquer que le chef de l'État, il doit se tenir. Non, il est temps de dire, de parler quel Congo que nous voulons. Tout à fait. Oui, voilà. Bon, quel Congo que nous voulons, cela vient en amont. On doit recadrer toutes ces choses. C'est le Congo, je parle là du programme de déclic et de confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a rupture. Le peuple d'en bas est en rupture de confiance par rapport au peuple d'en haut. Ça, c'est évident. C'est évident pour vous. Non, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous le vivons depuis des années. Le peuple, il faut un programme de déclic de confiance. OK? Il faut un programme comme ça pour restaurer la confiance. Et cela passe par les attentes du chef de l'État vis-à-vis de son gouvernement. Alors, aussi, je dis ceci. Okay. Il faut également le pilotage. Je me souviens que c'était avec le gouvernement Samalou Kondé que le chef de l'État, lors d'un message à la nation, devant les deux chambres réunies en congrès, il avait stigmatisé la coordination de l'action gouvernementale. Mais aujourd'hui, les séminaires avaient préconisé la mise en place des outils, les séminaires gouvernementaux, des outils pour améliorer la gouvernance. C'était le gouvernement d'ailleurs souminois. C'était autoproclamé gouvernement de changement et de différence. Une année après, le gouvernement n'a pas impulsé des mesures qui puissent l'amener à
à susciter de l'espoir à travers les changements et la différence. Il n'est pas nécessaire, il n'est même pas recommandable de demander à Madame la Première ministre, aux ministres, de quitter leur bureau climatisé pour aller sur le terrain. Pour faire quoi? Évaluer les travaux. Non, 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 non. Ah non, c'est une perte de temps. 1 heure, 2 heures de visite, par exemple, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur, c'est une journée qui est partie ou des journées. C'est une perte, c'est un gâchis. Mais les travaux ici, ça demande de la suivi. Oui, mais ce suivi-là doit être mené par des spécialistes. Et j'avais préconisé, si j'irais même à un des ministres, de mettre en place un cockpit, de supervision virtuelle. Et les visites qu'un ministre peut effectuer, c'est des visites improvisées. Ce n'est pas de voir le ministre accompagné des DG, des coordonnateurs, descendre sur le terrain. Non, c'est improductif. OK? C'est une perte de temps. Le ministre, quand il va là-bas, ou la première ministre, il ressemble à la mouche du coche. Okay? Comment ça? Ah oui. C'est des prestations de libellule. On fait semblant de travailler, mais en réalité, non. On fait là, pas nous sommes dans votre domaine. Oui. Là, nous sommes dans votre domaine. Tout à fait. Et c'est pourquoi j'insiste. Pour dire, il faut ce cockpit-là, il faut doter le gouvernement. Le chef de l'État, à partir de Mongaliema, de la cité de l'OUA, c'est bien OUA, parce que voilà, le langage, on a même transformé ça en cité de l'Union africaine. Ah non, c'est historique. Quand l'Union africaine est née, parce que cette cité existait déjà, à moins qu'on dise qu'on l'a débaptisé. Non, non, il faut garder parce que c'était préparé pour le sommet de l'OUA à l'époque. Bon, je voulais dire ceci. Le chef de l'État, grâce à un tel cockpit, eh bien, il peut suivre depuis son bureau, Palais de la Nation ou bien Cité de l'OIA, l'évolution des projets. N'importe quel projet. Il peut recevoir de la visite, on l'interroge, enfin, on s'intéresse à un projet, eh bien, il aura des possibilités full d'accès comme d'inscription. Il peut écrire tout comme il peut lire, à tous les niveaux. La Première ministre, mêmement. Et puis les ministres, les autres coordonnateurs des projets, les DG, chacun aura la possibilité d'accéder à des niveaux qui lui sont contrôlés. Il y a des spécialistes qui peuvent aider le gouvernement à se doter de ça. Donc c'est un passe-temps lorsque le ministre descend sur les terrains. Oui, mais vous savez, non, mais c'est vraiment inutile et c'est contre-productif. OK? C'est contre-productif. Il faut qu'on ait un plan général de mise en œuvre du PAG là. Et là, on verra. On peut aujourd'hui, si le chef de l'État met en place une cellule d'efficacité gouvernementale, vous voyez, je vois un peu ce que le président américain, pour ce qui est de ses priorités, avait fait avec Elon Musk. OK? Le chef de l'État a besoin d'une cellule d'efficacité gouvernementale. Il y a plusieurs services autour du chef de l'État. Oui, mais il y a les uns encore qui ne font pas ce travail. Supprimés. Ou bien qu'ils confient ça, par exemple, à la cellule que pilote François Mwamba. C'est le travail qui aurait pu être fait. Ça veut dire quoi? Même quand on promet, on dit au chef de l'État, voici, peuple congolais, je vais vous donner ceci, OK, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut cribler la chose, évaluer pour voir la faisabilité et dire non, en 3 ans, cela ne pourra pas être réalisé. Sinon, voici ce qu'il faut faire. Alors, il faut, en ce moment-là, chasser le mimétisme institutionnel. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu le ministre des ITP a visité les chantiers à Kinshasa ici. Il y a un des chantiers lancé en juin 2025 ici, pour 20 mois. Et on dit, on va injecter beaucoup d'argent pour que, entre autres, ces chantiers se terminent. Mais c'est pour 20 mois.
Ça va se terminer quand? Bientôt, nous avons la saison de pluie, la prochaine saison de pluie. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'arrêt. Je ne sais pas. Non, mais à moins qu'on prenne des dispositions, dire nous allons travailler même sous la pluie. Comment, chez nous ici travailler sous la pluie? Oui, non, mais évidemment, j'exagère. Mais il y a des activités qu'on peut mener sous la pluie. Ou alors, 24 heures, des chantiers qui sont ouverts 24 heures sur 24. Moyennant des mesures, il faut faire appel. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. On a une population au chômage, mais majoritairement au chômage. On aura un problème de main-d'œuvre. Non, au contraire. Il y a extrêmement... Mais c'est le chômage qui bat le plein ici. Ce n'est pas ça. Au contraire, on va donner du travail à 3 fois plus de personnes. Parce qu'on a des shifts de 8 heures. En 24 heures, vous avez 3 équipes qui travaillent. On peut séparer en vacation. Ah oui. Eh bien, en ce moment-là, je parle, c'est vrai, il faudra voir la praticabilité, mais au moins, la chose qu'il faut comprendre, qu'il faut réfléchir pour faire allons-y d'abord par les chiffres. Révolution. Vous parlez des chiffres. On peut commencer la première vacation de quelle heure à quelle heure? Non, je prends de 6 heures. Vous êtes l'expert. Vous avez la connaissance. De 6 heures à 14 heures. 8 heures. De 14 heures à 22 heures. De 22 heures à 6 heures. On a là, on 3 peut heures. Vite. OK, 3 vacations. Et c'est des équipes différentes. Parce qu'aujourd'hui, on peut injecter beaucoup d'argent sur un chantier avec les moyens disponibles, moyens techniques, matériels, humains. Eh bien, on ne pourra pas achever les chantiers. Il y a plusieurs chantiers. Donc, je reviens, si vous permettez, sur l'efficacité. OK, je fais un clin d'œil là à mon ami Bob Toumba qui doit travailler avec François Momba. Voilà des activités utiles qui peuvent aider à améliorer l'efficacité et l'efficience gouvernementale, de l'action gouvernementale. Donc, aujourd'hui, je parlais du casting. Parce que les castings, on peut en parler la fois passée. Je vous vais donner l'exemple de l'avenue de l'université. Moins de 10 km, mais depuis 20 ans, on n'a jamais réussi à parachever. Je peux vous donner un grand projet de Kinelenda. Est-ce que vous le connaissez, Kinelenda, par exemple? Oui. Eh bien, financement Banque mondiale. 500 millions de dollars qui avaient été disponibilisés, qui auraient dû servir à transformer le Kinshasa, par exemple Tchangou. Eh bien, les 500 millions n'ont pas pu être consommés dans les délais. De sorte qu'il y a même des activités qui ont dû être supprimées. Et qui était à la manœuvre? Plus Mombilou comme ministre de l'urbanisme habitat. Alexis Guizaro comme ministre des infrastructures et travaux publics. Gentini Ngobila comme gouverneur. Vous savez, j'avais fait la remarque. Il leur a fallu, par exemple, 3 ans pour signer des arrêtés interministériels de mise en place des organes appelés à piloter ce programme. Est-ce que vous comprenez ça? On a 500 millions de dollars et on est incapable de consommer cela. Et pourtant, pour des activités extrêmement importantes. Entre autres, l'assainissement de la ville de Kinshasa. OK. Monsieur Bongongo, vous êtes l'élite congolaise. Quand vous voyez un projet qui doit durer 20 mois, et quand vous parlez des 3 vacations, par vos connaissances, si on mettait 3 vacations, ça peut durer combien de temps? Non, on me prendrait pour un charlatan si je vous donnais une réponse chiffrée. OK? Normalement, en principe, ça peut être réduit de moitié minimum. Mais bien sûr, on me dira, non, mais par exemple, le béton, il faut le temps de prise, etc. Oui, mais il y a des adjuvants pour améliorer la prise, pour accélérer. Donc, c'est pourquoi je parle de cellules et d'efficacité gouvernementale. C'est pour passer au crible, pour ne pas laisser passer des promesses irréalisables.
ou alors vous avez réussi à faire passer ça, eh bien, maintenant, régulièrement, on donne au chef de l'État l'évaluation qui lui permet de faire répondre le ministre ou le DG auteur de cette promesse farfelue. Donc, l'idée, c'est quoi? Une fois que vous avez un tel dispositif de mesure de l'efficacité, les gens ne vont plus faire n'importe quoi. Hein. Je me souviens à l'époque, c'était Matata, Premier ministre, il avait instauré simplement l'évaluation, noter. On avait fait une première publication des notes, chiffrées, la notation chiffrée, et à la deuxième, c'était stoppé. Parce que les gens étaient mécontents de voir qu'ils étaient cotés insuffisants, avec une performance insuffisante. Et là-bas, l'évaluation portait même sur les traitements du courrier. L'autre fois, je vous disais que grosso modo, les ministères ne traitent pas le courrier. Ne traitent pas le courrier. Je vous avais donné l'exemple de la question de la réduction du train de vie des institutions. Personnellement, j'avais émis une proposition lumineuse pour la question au ministère du Budget. Mais la réaction que j'avais eue, j'espère qu'avec l'arrivée de Adolphe Mouzitou, l'homme aux chiffres, parce que lui, il aime les chiffres. Ok, alors, parlons de ça, de la réduction du train de vie, parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu rage depuis la sortie médiatique de la Madame Premier ministre qui parle de la réduction de 30% du train de vie. Quand vous parlez de ça, est-ce que, en entendant les propos de la Première ministre, est-ce rassurant de parler de la réduction de 30%? Oui, je n'ai pas suivi Madame la Première ministre, mais j'ai lu dans les médias qu'elle a parlé de 30% sur les frais, probablement de fonctionnement des ministères, de la primature et même du cabinet du président de la République. Bon, oui, tout fait nombre, on dira. Mais je crois qu'il faut, en cette matière aussi, savoir miser sur le gros poisson. Ok? C'est réalisable. Pour le fonctionnement, c'est réalisable, ça apportera toujours quelque chose. Mais quand je vous parle des dépenses communes, par exemple, de l'État, eau et électricité, ok? Ça, c'est permanent. C'est quoi? C'est l'alimentation en électricité des camps militaires, des camps de la police, des bureaux de l'administration publique, des universités, des hôpitaux. Ok? C'est tout cela. Mais c'est énorme. Et si on arrive à économiser 30% sur cette dépense-là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais pour cela, il faut des mesures matérielles, des actions sur le terrain pour réduire les pertes, les gaspillages et aussi forcer à mener les fournisseurs de ces services publics, notamment la Régie des eaux et la SNEL, à facturer ce qui est consommé réellement et donc ce qui est mesuré, compté et s'assurer que réellement ces consommations-là peuvent être authentifiées. Vous avez amené les études en ce qui concerne l'énergie. Il y a des rapports, il y a des projets. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer aujourd'hui au gouvernement? Bon, de prendre ces rapports, les projets qui avaient été préparés, et de les exécuter simplement. Je me souviens par exemple pour l'eau, pour Kinshasa, on avait besoin de... Est-ce que cela n'est pas démodé face aux... Non, pas du tout. Au contraire, la situation s'est aggravée. Non, comment ça peut se démoder? Comment on peut dire que quand, par exemple, Kokolesi, on consomme beaucoup d'eau, pendant, par exemple, que dans la commune de Kasavubu, il manque de l'eau. Par exemple, c'était la situation qu'on avait annoncée. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Okay? Ce qu'on va économiser au camp, je prends cet exemple-là, on peut l'orienter vers les populations qui manquent l'eau. Voir comment nous qui sommes privés d'eau aujourd'hui,
nous pourrons nous servir de ce qui aurait été récupéré dans le réseau des instances officielles. Donc, je pense qu'il y aura même le service, parce que c'est aussi un problème de qualité de vie. Si on a une bonne eau, par exemple, dans ces hôpitaux, dans ces camps, mais le service, la qualité des soins sera améliorée. Il n'est pas normal de concevoir que dans un hôpital, il manque de l'eau courante au robinet. Ce n'est pas normal. C'est le milieu de la sepsie et de l'antisepsie. Ok, merci. Et l'eau, c'est l'élément de base. Ok, merci beaucoup. Pour ces mesures. Monsieur Bongongo, aujourd'hui, il y a remaniement du gouvernement. Quand vous regardez ce ministre reconduit, et il y a aussi les uns qui sont nouveaux dans ces remaniements, qu'est-ce que vous vous dites? Non, je me garde de regarder les hommes, les femmes qui sont là, mais je me dis simplement, je dis que le profil, pour le gros, c'est d'estime. J'insiste, nous n'avons pas réinventé le monde. Prenez la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous savez, Emmanuel Macron, on avait suivi l'incendie spectaculaire de Notre-Dame de Paris. Et l'opinion s'était demandé, qu'est-ce qui va se passer? On a vu le président Emmanuel Macron surgir et s'adresser au peuple de France pour dire, nous vous devons la cathédrale, ce monument historique, qui a été construit, je crois, à peu près en 3 siècles, sur 3 siècles. Et il a choisi un général à la retraite. Je crois qu'il est mort par la suite dans un accident lors d'une tournée, je ne sais pas moi. Mais il avait terminé pratiquement les chantiers. C'était l'homme qui avait le profil pour dire, monsieur, mon général, vous allez conduire ces chantiers. Et il avait donc recruté une équipe avec des maîtres d'œuvre dans tous les domaines. On a reconstruit Notre-Dame et à la date qu'Emmanuel Macron avait fixée pour la fin des travaux, il y a eu inauguration. J'ai vu même le président élu américain, Trump, il n'était pas encore investi, participer à la cérémonie à Paris. Voilà. Et ça, c'est faisable aussi chez nous. C'est pourquoi j'ai parlé de casting. Qu'est-ce qu'il faut pour nous? Il faut corriger, confesser le péché originel de nos pères de l'indépendance. Revenir au rendez-vous de Lumumba, c'est là où nous parlons de refondation. Pour atténuer, mais c'est fondation. Et d'ailleurs, je crois vous avoir dit cela. Pour le cas du Congo, c'est une révolution qu'il faut. Ce n'est pas une révolution non maîtrisée, mais c'est une révolution institutionnelle. Comme disait Alexis de Tocqueville, il faut couper en deux notre destinée. Séparer ce que nous sommes depuis 1885, depuis 1908, depuis 1960, séparer cela et créer un abîme entre ce que nous avons été jusqu'aujourd'hui, 2025, et ce que nous souhaitons, ce que nous voulons être, par exemple, en 2085, d'ici 60 ans. C'est là où je dis, c'est le peuple qui doit déterminer
cette communauté-là de destin et dire le Congo que nous voulons en 2085 pour nos petits enfants, eh bien, le voici. Ce n'est pas aux seules élites à le dire, c'est le peuple qui doit le dire. Et il faut un processus, ce que j'avais appelé dans une des tribunes, un grand débat national novateur. OK? Et ce débat-là va nous donner, en fait, le destin, dessiner ce destin-là. Et de ce destin-là, on va fixer les objectifs globaux. Voici ce Congo-là. Et à partir de ce destin-là, on va donner les institutions qui pourront réaliser d'ici 2085, en 60 ans, ce que nous souhaitons là. Et on va quantifier cela. Bien sûr, en même temps, il faudra aussi une charte des valeurs. Parce que vous savez que chez nous, c'est néant. Nous critiquons les autres. Regardez un peu notre discours. Il fait peur. Pour les Congolais, la faute, c'est toujours les autres. Donc, d'ici peu, tout le monde dans le monde aura tort, sauf nous, Congolais. OK? Nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Quand nous attaquons à nos voisins rwandais, par exemple, ou Boueng, mais quand vous lisez des auteurs qui ont fait des recherches, le Boueng est là, c'est une valeur au Rwanda. La ruse, c'est une valeur. Et on explique pourquoi c'est une valeur. Mais nous, on prend ça comme mensonge. Oui, ce mensonge-là, chez eux, c'est une valeur. Il appartient aussi à nous autres, Congolais. Les peuples du Congo, parce que nous sommes une mosaïque, de ressortir des valeurs de toutes les tribus, OK, tamisées, et voir lesquelles nous retenons. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Bon, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, maximum. Moi, je peux m'offrir pour préparer les thèmes de référence de ce processus. C'est un débat social et politique. Une fois qu'on a eu cela, on va encore le soumettre aux institutions en place. Et vous serez surpris, peut-être que les institutions qu'on va recommander n'ont rien à voir avec les institutions que nous avons aujourd'hui. OK? Ce sera peut-être d'une autre nature. Et c'est ça qui va nous aider à écrire notre constitution propre. Parce que jusqu'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le Congo que nous souhaitons, que nous voulons, nous n'avons jamais eu une constitution qui soit adaptée à nos traditions, à nos valeurs, à notre caractère. Juste une parenthèse. Oui. Lorsque les Congolais disent que cette constitution est écrite par les étrangers, quelle est votre réaction? Mais ça n'a pas d'importance du tout. Pourquoi? Que ce soit les étrangers ou nous-mêmes. Ce qu'il faut, c'est simplement quoi? Ce que je vous dis là. Que le peuple lui-même détermine le Congo qu'il veut. Et qui détermine une charte de valeurs. Est-ce que vous pensez... Voici nos valeurs. Permettez que je termine. Ok. Et vous pouvez donner ça à une équipe de spécialistes. Juristes, anthropologues, philosophes, pour vous rédiger maintenant la Constitution. Parce que la Constitution doit refléter cette volonté, les options du peuple. Oui. Mais les constitutions que nous avons n'ont rien. Au contraire, on écrit les constitutions, on dit référendum. Vous voulez quoi? Qu'on dit dans le référendum, oui ou non? Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que le peuple était constitué? Non, justement, moi je veux inverser. La constitution, ça doit être le reflet de la volonté du peuple. Donc, une fois que le peuple a décidé du Congo qu'il veut, le Congo plus beau, c'est celui-ci. OK? Les institutions qu'il nous faut, OK,
qui s'adapte à notre culture. Regardez, je vous assure que si on décortique les choses, on peut dire que la démocratie n'est pas adaptée à nos valeurs. Vous savez, l'État congolais, la souveraineté, c'est à l'État. Hein? Vous savez ça? Mais nous, au Congo, la mentalité de chez nous, la souveraineté, c'est le chef de l'État. On confie au chef de l'État la souveraineté. Mais ça, c'est notre culture. C'est notre caractère. Attention, il faut vraiment analyser les choses proprement. Oui, au-delà de ça. Ah, président Zabien, mais batonaye wanade mabé. Bon, vous voyez, c'est ça comme ça. Alors, il faut que ce caractère soit reflété dans nos textes fondateurs. On doit savoir ce que l'on veut. Donc, c'est ça le problème. Prenez le problème. Par exemple, le chef de l'État n'a pas la majorité et il lui faut une majorité pour gouverner. Non. Ça, c'est notre culture. Justement parce qu'on lui demande à lui de rendre compte, de donner au peuple l'eau, l'électricité, etc. Non. Il n'a pas la majorité. Qu'est-ce qu'il fait? Majorité, former le gouvernement. Mais on lui soumet. C'est lui qui sanctionne l'équipe. Mais avec sa cellule efficacité gouvernementale, attention, c'est quand même lui, le patron de l'exécutif. Même si le Premier ministre est chef du gouvernement. Mais l'exécutif national, la tête, c'est le président de la République. Eh bien, aussi bien pour refonder que pour déterminer le Congo, il aura, par exemple, un commissariat général à la perspective et stratégie qui va suivre les travaux et il va impulser ses idées forces à travers ce commissariat-là qui va donc influer sur le processus de définition du destin national. Et donc, sans être responsable de l'action gouvernementale, il est l'arbitre, il est l'évaluateur, il sanctionne, et c'est beaucoup déjà pour lui. Okay. C'est énorme. Okay. Il ne faut pas qu'on occupe constamment les chefs de l'État pour présider chaque semaine le Conseil des ministres. Non, je trouve vraiment qu'on le surcharge avec ça. Ok. Une dernière question d'actualité. Procès Moutamba. La population à la rue demande l'acquittement de l'ancien ministre d'État, ministre de Justice, Constant Moutamba. Quand vous regardez tout ce qui se passe autour de ce procès, qu'est-ce que vous vous dites? Oui, tout à l'heure, vous sembliez interloqué quand je dis qu'il y a rupture de confiance entre le peuple d'en bas et le peuple d'en haut. Mais voilà une des manifestations de cette rupture. Vous savez, dans tout, même dans les vieilles démocraties, ça c'est Jacques Attali qui l'a dit, il écrivait, pour le peuple d'en bas, en cas de difficulté, le peuple d'en haut ne fait pas partie du peuple. Comment? Ah oui. Pour nos compatriotes congolais, identifiés dans le peuple d'en bas, celui-là qui piaffe d'impatience de renouer avec la vie. Simplement d'avoir l'eau, l'électricité, le logement, etc., le transport. Ce peuple-là considère qu'il est peuple exclusivement. Que les autres, nous là, d'en haut, nous ne faisons pas partie du peuple. Quand le peuple dit, ah, nous sommes peuple. Oui, le peuple d'en haut ne fait pas partie. C'est pourquoi Attali disait que la tendance pour le peuple d'en bas, c'est écraser les révolutions sanglantes dans l'histoire, c'est ça. Il faut éliminer le peuple d'en haut. Il ne fait pas partie du peuple. Et pour le peuple d'en haut,
La tentation, c'est d'ignorer. Hein? OK? On a des mains expertes, dextres, pour puiser dans les caisses de l'État. OK? Et puis pour emballer le peuple d'en bas, en fait des courtisans qui vous acclament. OK? Mais aujourd'hui, quand vous voyez, il y en a qui vont même très loin pour dire non, même Soka Yibi, hein, biso peuple, peuple. Ça veut dire simplement une manifestation de la rupture de confiance. Mais on ne peut pas aller dans cette direction. Ça, c'est une façon de considérer simplement que la souveraineté du Congo est définitivement perdue. Ok, lorsque vous réagissez comme ça, rupture entre le peuple d'en haut et d'en bas. Donc cela veut dire la décision de justice ne sera pas prise en compte par les peuples d'en bas. Non, il ne faut pas exagérer non plus. C'est des partisans de l'homme Moutamba qui manifestent. Okay? Ils font partie du peuple, hein, d'en bas. Ce n'est pas le peuple d'en bas. Hein? Je n'ai pas les statistiques. Et puis, allez, est-ce que c'est 1 million de... même si c'est 1 million de Quinois, hein, Kinshasa c'est 17 millions. Donc, non, c'est simplement il faut gérer ça. Hein, ok? Il faut gérer, il faut analyser pour comprendre la nécessité de ce que je suis en train de dire. Pour dire que nous devons restaurer le peuple, la solidarité. Et rappelons-nous, le pape François, de reste-mémoire, quand il était venu ici, je m'étais fendu même d'une tribune. Il nous avait rappelé une encyclique du pape Jean XXIII de 1963. Il avait insisté sur son triptyque pour la réconciliation des cœurs. Et dans ce triptyque-là, il insistait sur l'éducation, le dialogue et le travail. Les 3 éléments-là. Je crois que c'est Pacem in Terris, hein, l'encyclique du pape Jean XXIII de 1963. Et c'est au 60e anniversaire de cette encyclique que le pape François évoquait cela. Hein, il avait sorti pour lui, pour chasser l'insécurité, il faut créer la solidarité. Et pour la solidarité, il faut la réconciliation. Et pour la réconciliation, il faut le dialogue. C'est pourquoi mon grand débat là, ce n'est pas le dialogue des élites. Non. Ok? Ce dialogue-là, c'est entre les figures sociopolitiques marquantes. Non, ça c'est le peuple d'en haut. Le dialogue dont nous avons besoin, c'est pourquoi je parlais du grand débat, c'est entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Et ce dialogue-là, ce n'est pas pour dire « cela qui boye », non, c'est pour justement l'intéresser. Parce que vous savez, quand tout le monde travaille pour un même but, ensemble, si nous devons construire la maison parce qu'on a démoli nos maisons là, et nous nous retrouvons, nous les victimes, entre guillemets, de démolition, pour bâtir ensemble une maison, ne fût-ce que pour nous couvrir contre la pluie. Bokota la terre, oyonde Mukongo, oyonde Muluba, oyonde Moswahili, oyonde Mongala. Non. En ce moment-là, hein, ok, nos querelles là, des enfants qui se disputaient, on oublie. Les jeunes, les vieux, non, mettez-vous ensemble. Il faut justement le grand débat national novateur que je propose, c'est celui-là qui pourrait être conduit sur 2-3 ans. Dans une tribune, j'en ai donné les articulations et j'avais dit que le président, s'il conduit cela, il sera donc l'Ata-Congo, comme Atatürk pour la Turquie moderne, lui sera l'Ata-Congo. Et cela peut-être rejoindrait ce qu'on disait dans l'opinion, la prophétie de Roland Dallot, hein, pour dire que le président Tshisekedi va poser les fondations. Là, mais les fondations doivent commencer par là. Là, vous parlez des prophéties. Ok, merci pour ça. Si on entre là, ça nous prendra encore du temps. Merci. On peut prendre ça la prochaine fois. J'ai fait raccourci simplement pour dire que l'idée, c'est les fondations. Aujourd'hui,
un programme de déclic de confiance, c'est vrai qu'il faut donner l'eau, l'électricité, les routes, tout ça, mais il faut maintenant un programme demain qui intègre le destin que nous voulons, le nouveau destin là. Et celui-là, c'est celui dont les fondations doivent être posées aujourd'hui. Et ces fondations, c'est déjà ce travail-là. Déjà donner au peuple du Congo un destin, une destinée, lui montrer les caps, c'est déjà beaucoup, c'est déjà 50% du travail. Et comme je l'ai défini, ce dessin-là, ce Congo plus beau qu'avant, ira avec une charte de valeurs. Okay. Et ce sera la refondation. Pour ne pas laisser l'opinion comme ça, est-ce que vous pensez par rapport à la prophétie du Roland Dalo, apôtre, et ce qui s'est fait aujourd'hui, réellement les fondations sont placées? Non, mais moi, j'avais même envoyé ma tribune à Roland Dalo avec une note, et il n'avait pas réagi. Ça m'a étonné. Lui peut avoir la prophétie, moi je ne crois pas aux prophéties. Hein. Moi, je ne crois personnellement pas aux prophéties. Vous savez, et surtout dans l'église du Congo. Hein. J'avais même interrogé dans une des tribunes en décembre 2023 le pasteur Ngalas, okay, sur une prophétie que son église avait sortie en 98 concernant candidat malheureux au président. Oui, non, mais justement, je lui disais, comment voulez-vous que nous croyions que vous serez élu pendant que la prophétie que vous avez mise pour Mouzé Kabila et que le frère Dominique Sakombi avait reprise dans une revue chrétienne, je lui ai rappelé les textes. Vous trouverez ça dans ma tribune. Non, ce que je voulais dire simplement, quoi, que ce soit une prophétie ou quoi, mais les propos qu'il avait tenus, c'est pour dire ce que moi j'ai dit aujourd'hui, il faut fonder le Congo, les fondations. Le Congo n'a pas été fondé par les Congolais. Donc, ces fondations-là, moi au moins, j'ai la vision de dire en quoi ça consiste. Roland Dalo peut parler de fondation sans savoir exactement de quoi il s'agit. Mais moi, comme maître d'œuvre en cette matière, je montre en quoi consistent les fondations du Congo moderne. Et donc, celui qui réalise ça, c'est le père du Congo moderne. Ok, merci beaucoup, M. Bongongo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je pense que je voulais, si vous permettez, vous dire que, puisque M. Tshisekedi, Félix est président, je voulais rappeler un discours de Tian Tshisekedi, ok, concernant le changement, pour montrer que nous nous rejoignons. Parce que Tian Tshisekedi disait à Mouzé Kabila que le Congo ne doit pas être reconstruit, il doit être construit. Parce que justement, ce qui avait été fait, avait été démoli. Alors, il disait ceci, vous prendrez comme vous voulez. Pour lui, le changement, c'était mettre fin à la corruption. Nous continuons à le dire. Rééduquer les masses à l'éthique. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir d'être avec vous durant tout au long de cette émission. Nous vous demandons de partout où vous êtes de rester fidèles à votre chaîne RTI et à continuer à consommer votre émission des cryptos chaque vendredi 21h, samedi 15h. Continuez à nous suivre. Un grand merci à l'équipe technique qui a battu un grand travail de titan. Merci à vous tous. Ciao, à la prochaine. Hum.